Dans une interview accordée au journaliste Hamid Berrada dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, numéro 1299, du 27 novembre 1985, le regretté roi Hassan II déclarait, je cite, « En octobre 1974, au cours du sommet arabe de Rabat, l'affaire du Sahara était venue sur le tapis et le président Boumedienne avait déclaré au nom de son pays « Pour moi, il n'y a pas de problème au Sahara. L'Algérie considère que cette affaire est purement maroco-mauritanienne, ni plus ni moins. » Mais par la suite, les dirigeants algériens ont sorti la thèse de l'autodétermination. Les Sahraouis, soutenaient-ils, sont nos voisins. Nous ne pouvons pas parler du droit à l'autodétermination du peuple vietnamien qui se trouve à 10 000 kilomètres et ne pas le défendre à nos frontières. Tout est parti de là. C'est l'escroquerie du siècle. Fin de citation. Dans le journal électronique marocain Le 360, édition du 23 octobre 2021, la charmante Mouna Hachim signait l'un des plus intéressants articles que j'ai lus jusqu'ici sur l'admission très discutable de la race au sein de l'Union africaine. Son éclairage pertinent rejoint la thématique de notre présente analyse. Lisons-le sans plus tarder. Comment se fait-il que la chimérique république autoproclamée du Front Polisario soit la seule à siéger en tant qu'entité non étatique, ne disposant d'aucun élément constitutif d'un État, parmi les 54 pays souverains et indépendants de l'Union africaine, jurant de fait avec sa charte et acte constitutifs? Dans quelle mesure l'organisation panafricaine peut-elle porter les idéaux de la construction et fonder une cohésion continentale, affichée depuis son appellation, tout en hébergeant une milice armée source de division et symbole flagrant de séparatisme et de bellicisme? Concilier cette présence incongrue avec la position des Nations Unies, qui n'accorde aucun statut à la République fantôme et fiction sans exigence légale. Ni la Ligue arabe, du reste, ne lui octroie une reconnaissance, ni l'Organisation de la coopération islamique, ni l'Union européenne, non plus que 159 États membres de l'ONU, voire, paradoxe suprême, les 2/3 des membres de l'Union africaine elle-même. Anomalie fâcheuse, répondent les uns. Non-sens du point de vue du droit international et erreur historique, précisent d'autres. Ce fut le cas encore récemment au séminaire régional qui s'est déroulé le samedi 16 octobre 2021 à Dar es Salaam, en Tanzanie, co-organisé par l'Institute of Peace and Conflict Studies et la Tanzanie Peace Foundation, réunissant un parterre d'une centaine de personnalités politiques et académiques africaines. À l'issue de la rencontre, ces personnalités furent unanimes à appeler à l'exclusion de l'entité fantomatique des instances de l'Union africaine. Une simple question de temps qui permettrait de corriger une injustice historique, d'assurer la prémunition de l'organisation contre le séparatisme, de restaurer sa crédibilité, de favoriser sa contribution constructive au processus des Nations Unies, qui considère le plan marocain d'autonomie comme une solution sérieuse et crédible. Cet appel rejoint de nombreuses positions similaires, à commencer par la motion commune présentée par 28 États africains en 2016, rappelons-nous, au sommet de la capitale rwandaise, Kigali, demandant la suspension des activités de la pseudo-RASD et soutenant la réintégration du Maroc au sein de sa famille institutionnelle. Petit rappel des faits. En 1984, le Maroc quittait l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'UA, dont il fut un éminent membre fondateur en 1963. Voilà, et je le déplore, l'heure de nous séparer. En attendant des jours plus sages, nous vous disons adieu et nous vous souhaitons bonne chance avec votre nouveau partenaire. Lisez en substance le message du roi Hassan II lu par son conseiller Ahmed Reda Guedira. 5 années auparavant, au sommet de Monrovia, au Libéria, le souverain annonçait la couleur, je cite, « Ce qui se passe à l'OUA depuis des années sont des conférences tam-tam, des conférences de danse de Saint-Guy. Je dois être isolé de ce cloaque pour refaire cette Afrique. L'OUA a besoin d'un assainissement sur le plan moral. » Fin de citation. Cause principale des griefs, l'admission hasardeuse de la race dans des circonstances opaques, qualifiée sans détour par certains de, je cite, sonnante et trébuchante, et dans un contexte historique particulier.
marquée par une division bipolaire du monde et par la domination de courants idéologiques aujourd'hui obsolètes. La donne a depuis bien changé en effet. Des pays africains affranchis de certaines tutelles. Les masques tombaient sur une junte militaire téléguidant une bande de mercenaires, le mirage de la République des Sables, révélant la nature des violations des droits humains contre les populations séquestrées dans les camps de Tindouf. Et le Maroc, qui n'a jamais cessé d'œuvrer dans le sens de ses perspectives panafricaines initiales, regagnant son siège à la faveur du 28e sommet de l'organisation Addis Abeba, après un vote favorable de 39 des 54 membres de l'Union. Quoi de plus légitime pour un membre fondateur qui avait contribué à l'impulsion du premier embryon du panafricanisme? En 1960, le roi Mohamed V rappelait à Rabat devant Patrice Lumumba, héros de l'indépendance de l'actuelle République démocratique du Congo, auquel il apportait tout son soutien, la nécessaire unité du continent. Je cite, « Une unité qui ne signifie pas la disparition des particularismes, des croyances ou des idéologies et qui doit être fondée dans la diversité. » Le 4 janvier 1961, au lendemain des indépendances, feu Mohamed V réunissait à Casablanca quelques-uns des plus importants dirigeants du continent, de la stature de Jamal Abdel Nasser d'Égypte, Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali ou encore Ahmed Sékou Touré de Guinée, adoptant une charte de l'Afrique nouvelle, dite de Casablanca, traçant la voie à la réalisation d'un rêve continental. Parmi ces objectifs, la consolidation de la paix et de la sécurité, l'élimination de la ségrégation raciale, la liquidation du régime colonial en soutenant, entre autres, l'indépendance de l'Algérie. Que dire plus? Depuis, après tant de trahisons et de repentirs, tant de remous et de tensions, n'est-il pas temps pour l'Afrique de relever les défis majeurs de la solidarité et du développement, dont le b.a.-ba serait la mise en place de la zone de libre-échange commune, incompatible avec l'entretien malsain d'un conflit artificiel qu'il convient de solder de toute urgence? Alors là seulement, au bout de la patience, dit le proverbe africain, il y a le ciel. En somme, la race n'est pas un État au regard du droit international et n'a pas de forme juridique, ni peuple, ni territoire, ni pouvoir, sauf ceux que lui prête théoriquement son maître dans les périphéries sahariennes d'une ville appelée Tindouf, où le vent ensablé aveugle les tristes occupants des camps. Là aussi où le vent politique soufflant d'Alger aveugle les dirigeants séparatistes. La race n'est pas membre de l'ONU, et seule l'adhésion officielle à cette organisation planétaire peut confirmer le caractère étatique intégral d'un pays, en lui attribuant une dimension juridico-politique universelle, incontestable, géographiquement et diplomatiquement globale, unanimement admise par la communauté internationale. Au niveau des intégrations continentales ou régionales d'États, la race n'est pas reconnue par l'Union européenne, ni par aucune organisation multilatérale asiatique ou d'Amérique latine, hormis l'Union africaine ex-OUA pour des raisons purement africaines très problématiques que nous connaissons. Or, la présence artificielle, toujours litigieuse, de la race au sein de l'Union africaine ne lui confère qu'un caractère existentiel géographiquement et diplomatiquement partiel, uniquement politico-politicien, incertain et discutable par-dessus le marché. Le siège de fait dans cette organisation africaine si drôlement et étrangement, et elle n'y est d'ailleurs reconnue à la date de fin décembre 2016 que par une minorité de 18 membres sur la totalité des États membres, atteignant à ce jour 54 membres à part entière, États souverains et indépendants. Ensuite, bilatéralement et en dehors de l'ONU, la race n'est reconnue par aucun membre du Conseil de sécurité. Elle n'est reconnue par aucun État occidental ni européen. L'on sait d'ailleurs que l'Union africaine a recueilli la race en héritage forcé de la défunte Organisation de l'Unité africaine, OUA, dans laquelle elle avait été admise par l'effet de pétrodollars maghrébins. D'une ère bien révolue, son existence demeure une honte juridico-politique sur le front de l'Union africaine, qu'il convient de résorber sans trop tarder pour la dignité de l'Afrique elle-même. Cette race de là,
n'est que l'ombre d'elle-même. Une république à Tindouf, frêle de ses semelles artificielles, tremblante de ses avatars, égarée par ses propres ambitions, ignorée, pour ne pas dire méprisée, par des véritables États qui se respectent au sein de la communauté internationale, parce qu'elle représente une marionnette au cœur de l'Union africaine. Encombrante pour la majorité, qui la rejette par conviction, embarrassante pour la minorité, qui la soutient par intérêt, insolite enfin pour la totalité de la communauté internationale, y compris ceux qui la soutiennent, dont le régime politico-militaire algérien lui-même. Mais celui-ci, gardant ce sentiment dans son esprit, ne l'avoue pas évidemment, et ne l'avouera jamais. Cette race de là est le dernier vestige de la guerre froide en Afrique, plié sous les décombres d'un communisme tiers-mondiste, téléguidé de l'extérieur les yeux bandés vers les desseins de celui qui l'a fabriqué et en tire les vrais dividendes. Cette race de là est l'ultime survivant d'un système afro-progressiste en faillite, l'unique virus de la balkanisation dans le jeune continent, infâme orphelin d'un boumediénisme n'ayant plus cours, vieux machin politique en perdition au Maghreb. Cette race de là est une épine dans les bottes de l'UA, un phénomène spectre dans l'histoire de la décolonisation, le fardeau politique le plus long, le plus lent, le plus lourd, le plus flou et le plus fou que l'Afrique n'ait jamais connu. Cette race de là est un modèle de menace à l'unité territoriale des États en croissance, un péril à leur sécurité nationale, une incitation à la sécession post-coloniale. Cette race de là, cette race de là, cette race de là, que d'innombrables maux, défauts, problèmes, conflits, divisions et obstacles à la coopération globale de l'Afrique causerait-elle encore si ce continent ne s'en débarrassait pas au plus vite? À ce propos, le célèbre juriste et expert espagnol, M. José Garcia Infantes, soulignait dès l'annonce du retour du Maroc à l'Union africaine que l'admission de la pseudo-race au sein de l'Union africaine a obéi à un contexte géostratégique et géopolitique révolu. Il faut désormais regarder vers l'avenir, surtout que la situation dans certains pays qui avaient appuyé cette adhésion a changé. Fin de citation. Mais gardons-nous d'un élan alarmiste, en gardant un esprit optimiste, un espoir pour l'Afrique et les Africains. Car aussi longtemps et loin que court l'illégalité, la légitimité un jour la rejoindra. La raison du plus juste par le droit et la foi a toujours raison de celle du plus fort par le tort. La puissance de la vérité l'emporte tôt ou tard sur celle du mensonge. Le Maroc est un État-nation, ne tombant pas de la dernière pluie. Il incarne une vérité concrète, géante, béante, palpable, robustement enracinée dans le continent africain. Ancien empire reconnu de l'Orient à l'Occident, pays de tolérance séculaire, mais aussi authentique que moderne. Nation multiethnique, multiculturelle, multiraciale et multilinguistique, aussi multiple dans l'unité et unie dans la multiplicité, aussi unique dans la pluralité que plurielle dans la symbiose, opposée à la xénophobie et au racisme, révoltée contre l'injustice et l'arbitraire, résistante au complot de division, indocile au clivage social, le Maroc, solide comme un roc, et rebelle à toute servitude, comme l'a qualifié en 1916 déjà le maréchal Hubert Lyautey. Le Maroc, solide comme un roc, robuste dans le juste, résistant comme un baobab africain, ne peut fléchir devant une entité de fausse identité, soutenue d'une minorité dans l'illégitimité, sombrant sombrement dans l'illégalité et l'immoralité. Enfin, ce qui rend encore cette escroquerie algérienne insolite du XXe siècle, certes, mais débordant maintenant sur le troisième millénaire, c'est la contradiction aussi flagrante que primaire, pour ne pas dire ridicule, d'aucuns diraient même primitive et enfantine, commise par le pouvoir algérien de réclamer un référendum d'autodétermination
pour une infime partie d'une population regroupant des Marocains, des Mauritaniens, des Algériens et d'autres mercenaires subsahariens, notamment Maliens, Tchadiens et Nigériens, et ce, après avoir fabriqué non seulement un front de libération artificiel, dont on connaît aujourd'hui les conditions de naissance et de subsistance, mais aussi une république fantomatique par-dessus le marché. De cette manière, les généraux algériens ont anticipé depuis février 1976 sur un résultat qu'ils tiennent déjà pour acquis à un séparatisme, à une indépendance, corrompant ou condamnant à l'avance. L'idée d'un référendum qui pourrait être en faveur de l'unité territoriale du Maroc, et dans les plus régulières conditions de déroulement, a fortiori sous l'actuelle situation dramatique des séquestrés de Tindouf. Quel rôle, quel sens et quelle utilité pourrait-on alors donner ou comprendre à une opération de référendum d'autodétermination censée se dérouler normalement, préalablement à toute option ou possibilité d'indépendance, soit par l'établissement de nouvel État ou par la confirmation et le maintien de l'intégrité territoriale du pays concerné, ainsi contre le droit international, contre les coutume universelle dans l'histoire de la décolonisation et contre même l'entendement politique en la matière, le régime algérien se moque du monde entier en le défiant par une escroquerie à la faveur d'un policier et d'une race qu'il impose, qu'on le veuille ou non, essentiellement motivé par un hégémonisme maladif, débridé, effréné et aveugle. À la prochaine vidéo, si Dieu l'admet, je l'espère.